Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Comics Crypt, qui est dédié cette fois-ci aux amoureux et aux amoureuses. Et bah oui, on arrive au mois de février, et le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Cette belle fête où les papillons volent dans le ciel, les oiseaux font leur parade amoureuse, et où les vendeurs de capotes s'en mettent plein les fouilles, les distributeurs à l'arrière des pharmacies débordent et dégueulent et se vident à la vitesse de l'éclair, et où les amoureux sont chiants, tout simplement, voilà. Bref, on va faire un Comics Crypt pour la Saint-Valentin. Allez, on est parti! Le comics numéro 1 qu'on va vous présenter, c'est Isola. Isola, c'est une série très peu connue qui est disponible chez Urban Comics en 2 tomes. Mais attention, le 2e tome est sorti depuis un petit moment, mais la série n'est pas finie du tout, loin de là. En fait, l'un des artistes a enchaîné bonnes et mauvaises nouvelles, soucis de santé, parentalité nouvelle, bref, la vie quoi. Et donc Isola a pris vachement de retard, mais on croise très très fort les doigts, et croisez-les avec nous s'il vous plaît, pour que la suite arrive un jour. Isola, de quoi est-ce que ça parle ? Isola, c'est très simple, ça se passe dans un univers de fantasy. C'est une histoire d'amour entre une jeune femme et un tigre. Isola prend vraiment la forme d'un road movie où on va suivre ces deux personnages-là en fuite. Ce qui frappe au premier abord, c'est que ça se déroule dans un univers qui est fantastique, très inspiré par la fantasy, et c'est juste sublime au niveau des dessins. Au niveau de la narration, c'est un véritable jeu de pistes. Comme je vous l'ai dit, on suit une jeune femme et un tigre, et au début de l'histoire, on ne sait pas vraiment qui sont ces deux personnages-là. Donc vraiment, la narration dans Isola, c'est un jeu de pistes et on doit déduire beaucoup de choses. En fait, beaucoup de trucs se passent dans Isola et on doit interpréter les choses parce qu'il y a finalement très peu de dialogue dans le récit. Et en plus de ça, le récit est très contemplatif puisque vraiment, on va recevoir tout ce que perçoivent Rook et Olwyn, les deux personnages principaux de ce récit. Et ça va être seulement leur perception des choses qui va être importante dans le récit. Pour vous les présenter un peu plus en profondeur, Rook, c'est une jeune capitaine de la garde, et Olwyn, c'est la princesse du royaume d'où elles viennent toutes les deux. Le problème, c'est que Olwyn a subi un maléfice, comme dans un récit Disney en fait classique, la princesse subit un maléfice, et ici elle est transformée en tigre. Donc eh bien, Rook a toujours ce devoir de protéger la princesse, même si elle est transformée en tigre, et toute l'histoire d'Isola, ça va être cette fuite, puisque Rook et Olwyn vont être pourchassés par absolument toutes les factions du royaume, et même des factions extérieures. Olwyn, c'est en fait un enjeu de poids dans le récit, un enjeu vraiment fondamental qui fait avancer les récits puisque tout le monde veut mettre la main sur elle. Alors qu'on soit clair, le scénario d'Isola n'est pas révolutionnaire du tout. C'est très classique dans la construction narrative, c'est très classique dans l'histoire qui est racontée tout simplement, puisque deux personnages en fuite et l'un doit protéger l'autre. Franchement, ça se fait depuis la nuit des temps. Ce qui est très intéressant dans Isola, ce qui est révolutionnaire, c'est ce que je vous disais préalablement. C'est-à-dire que vous devez en fait deviner beaucoup de choses. Beaucoup d'éléments de Isola sont des non-dits, sont basés sur des non-dits, et c'est souvent comme ça en fait qu'on va comprendre les motivations et les enjeux de l'histoire. Puisque il y a une économie de dialogue très forte, c'est vraiment basé sur le taf visuel absolument sublime, et puis surtout en fait c'est basé vraiment sur les regards, les jeux de regard, les jeux du corps, l'expressivité de ces corps, et la manière dont les personnages vont avoir de se mouvoir pour comprendre ce qui est en train de se dérouler vraiment à l'écran. C'est un récit forcément très exigeant, mais c'est aussi un récit passionnant, justement pour cette raison-là. Nous, en tant que lecteurs, on est placé dans une position d'acteur à part entière dans l'histoire, parce qu'on doit suivre absolument tout ce qui se déroule, et on doit interpréter les choses, et on est vraiment mobilisé à fond. Et je trouve que c'est hyper intéressant, et dans l'équipe, on a vraiment été captivé par cette manière de nous raconter l'histoire. Et la relation qu'on devine en fait être amoureuse entre Rook et Olwyn, elle en devient encore plus passionnante. Parce qu'elle ne se base que sur des non-dits, et parce que, puisque Olwyn a été transformée en tigre, eh bien cet amour ne peut pas être consumé, il ne peut même pas être exprimé de manière vraiment pleine et entière, et donc il y a un truc qui se passe à ce moment-là. On ressent de la peine pour elle, et on s'attache du coup d'autant plus à leur relation amoureuse qui est complètement flinguée par ce maléfice qui a été mis en place et qui a transformé Olwyn en tigre. Et donc il y a quelque chose de déchirant, de brutal dans cette relation amoureuse, et en même temps de sublime parce que Rook a un dévouement absolu envers Olwyn qu'elle doit protéger et qu'elle protégera même si elle doit en périr. Et en fait, dans Isola, leur relation, elle sonne vraiment juste. Il n'y a pas du coup de grandes déclarations théâtrales cucul-à-praline comme on peut le trouver dans beaucoup de romances. Ce qui se manifeste en fait, c'est surtout des actions et c'est une grande dévotion qu'elles se vouent l'une envers l'autre. Et comme je le disais, cette dévotion absolue qu'a Rook pour protéger Olwyn qu'elle aime profondément, et c'est hyper touchant et hyper agréable. Et puis en plus, les dessins de Isola font tout le sel et nous transportent dans cet univers et arrivent à nous accrocher au personnage d'une manière qui est presque facile
et c'est une facilité qui s'approche de la sorcellerie, j'ai envie de dire, parce que franchement c'est inouï à quel point eh bien, ça relève du génie. On ne suit pas que Rook et Alwyn dans le récit. En fait, elles vont croiser d'autres personnages. Elles vont croiser d'autres villes, d'autres villages, des endroits tous plus éclatants les uns que les autres, tous plus incroyables au niveau de la palette visuelle, et puis aussi d'autres personnages, des tribus par exemple, des créatures fantastiques. Donc vraiment toute une galerie qui se met en place, et qui sent une fusion de style et d'univers assez incroyable. Ça fait très fortement penser à du Ghibli, à du Miyazaki dans l'approche Isola, mais il y a plein d'autres influences qui se greffent dedans, et vraiment Karl Ketchel, le dessinateur, il fait un travail complet, un travail somme de toutes ces influences, pour donner vraiment quelque chose de fantastique dans ce voyage. On est plongé avec ces personnages-là, et bah, c'est génial en fait, parce que je pense que quand on lit quelque chose, on a envie de s'évader, on a envie de partager quelque chose, et là Isola nous invite vraiment à ça, à la contemplation, au voyage, et surtout à s'attacher à ces deux personnages-là, qui eh bien, ont une vie complètement maudite depuis ce maléfice. Le comics numéro 2 dont on va vous parler, c'est Sunstone. Sunstone, je vous vois venir. Oui, on n'est pas sur Pornhub, rassurez-vous, vous êtes toujours sur la chaîne Excalibur Comics. Avec Sunstone, on n'est pas chez Frank Cho, ni chez David Finch. Hein. C'est pas de l'adolescence prépubère, c'est pas de la gonzesse mise en valeur dans tous les sens pour n'importe quel motif. Au contraire, Sunstone, c'est un récit très intelligent, très adulte, et une histoire d'amour formidablement belle. Sunstone, ça se passe dans un univers BDSM. C'est un récit érotique, soyons très clairs, puisque les nanas sont souvent à poil, et les mecs aussi. Donc Sunstone, vraiment, ça se présente là-dedans, mais tout le décorum BDSM, tout le bondage, est en fait un prétexte qui permet de découvrir deux jeunes femmes, Ali et Lisa, qui vont se retrouver autour de cette passion, en fait, qu'elles partagent, et eh bien, qui vont tomber amoureuses très rapidement l'une de l'autre. Je vous présente un peu plus précisément ces deux personnages-là. Ali, c'est une dominatrice. Elle adore dominer les gens, elle adore emmerder le peuple, faut quand même le dire. C'est une grosse relou, c'est la brune de service. Elle adore le BDSM, elle adore ça. Avec son meilleur pote Alan, elle s'amuse à inventer en fait des trucs pour eh bien, qu'elle puisse réaliser ses fantasmes de la meilleure des façons. Et elle est ultra créative là-dedans. À côté de ça, on a aussi Lisa. Lisa, c'est la rouquine, une jeune fille plutôt timide, très réservée, mais qui aime bien se faire dominer. Fais-moi mal. Elle a eu des expériences sexuelles avec des mecs, mais à chaque fois, elle s'emmerdait copieusement. Lisa et Ali, en fait, vont commencer à discuter via un chat internet autour du bondage, justement, et un jour, elles vont décider de se rencontrer eh bien, pour partager cette passion et assouvir un peu leur fantasme. Sauf que ce qui devait être seulement sexuel dans un premier temps va vite devenir une relation amoureuse à temps plein. Et en fait, au cours des deux intégrales qui sont disponibles de Sunstone, on va comprendre comment ces deux personnages-là eh bien, vont remettre en cause tout ce qu'elles pensaient savoir. Le bondage, c'était ce qui les a rapprochés de prime abord, mais elles vont découvrir en fait qu'elles ont une connexion beaucoup plus profonde, et elles vont tomber amoureuses l'une de l'autre, ce qui va remettre en question beaucoup de choses, parce que toutes deux pensaient être hétérosexuelles complètement affirmées, mais toutes deux vont vite comprendre qu'en fait elles sont homosexuelles pleinement assumées à un moment donné. Et ça explique pourquoi leur relation hétéro était toutes les deux complètement foireuse. Donc il y a plein de flashbacks en fait qui vont se mettre en place, où Stjepan Sejic, le créateur de Sunstone, va nous expliquer la backstory de Ali et Lisa, pour nous permettre de mieux comprendre le cheminement qu'elles vont devoir parcourir. Alors je le disais, le bondage et le BDSM c'est un peu du décorum dans la série. Mais en fait pas vraiment, parce que eh bien, ça s'intègre vachement dans les thématiques de Sunstone. Sunstone, ça parle d'être libre, de faire ce qui nous plaît et d'assumer pleinement nos choix. Forcément, le BDSM, c'est quelque chose de très, eh bien, à côté des normes, en dehors de la marge, en dehors des clous de la société et des normes conformes en fait qu'on attribue à la sexualité classiquement. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, Stjepan Sejic nous fait découvrir un monde où tous les verrous sautent et où eh bien, il nous demande de lui faire confiance, il nous tient par la main, il nous présente cet univers, et il nous dit voilà, ce ne sont pas des dépravés ces gens, ce sont juste des gens qui ont une liberté sexuelle complètement assumée, et on peut supposer que Stjepan Sejic est un peu adepte de ce genre de pratique, parce qu'il a l'air qu'il va connaître vachement quand même le coco. Mais justement, c'est ce qui fait tout l'intérêt en fait du récit, parce que c'est pas une somme de clichés, c'est au contraire quelque chose de très réaliste, de très crédible, de très tangible, et franchement, cette invitation, eh bien, on l'accepte volontiers, parce que ça nous fait découvrir un univers très libre. Et ça nous apprend en même temps, nous, à assumer nos choix et pourquoi pas à tenter de nouvelles expériences et à être pourquoi pas beaucoup plus libre dans nos choix de sexualité. Et donc c'est hyper intéressant parce qu'en fait Sunstone c'est vraiment une ode à la liberté et puis c'est une histoire d'amour qui est juste fabuleuse. Comme je vous le disais, Lisa et Ali vont devoir déconstruire tout ce qu'elles pensaient savoir, tous leurs stéréotypes en fait. Parce qu'elles tombent amoureuses l'une de l'autre, elles vont apprendre à se connecter à un niveau plus profond. Et donc tous les jeux sexuels qu'elles vont entreprendre autour du BDSM vont justement leur permettre de se rapprocher. On a des scènes de cul,
très clairement, mais elles sont souvent très soft. Les femmes sont dénudées dedans, les hommes aussi, mais c'est souvent vraiment très soft et on voit pas grand chose dedans. Et vous n'allez pas vous pignoler là-dessus, sauf si vous êtes vraiment en manque. Mais ça, c'est vous qui voyez. Donc Sunstone, vraiment, c'est assez incroyable. C'est vraiment d'une richesse psychologique, je trouve, très poussée. Stepan Šejić, vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait Arlene. Et Arlene, c'était déjà très soigné au niveau du portrait psychologique de Harley Quinn, de Arlene Quinzel, avant qu'elle ne devienne justement Harley Quinn, et qu'elle ne succombe au charme du Joker. Et donc Stepan Šejić, il a vraiment un talent pour décrire la personnalité des gens et des gens en marge de la société qui se sentent complètement à côté de la plaque et qui vont se retrouver autour d'une passion commune. Et franchement, Sunstone, c'est un de mes récits préférés, tout simplement, c'est un des meilleurs comics que j'ai jamais lu. Je suis un peu fleur bleue, un peu cucu. La relation entre Ali et Lisa est complètement cucu et fleur bleue, et franchement, forcément, ça me parle énormément. Mais c'est vraiment deux jeunes femmes hyper attachantes, hyper intéressantes à suivre, et Sunstone, c'est de la frappe atomique, il faut absolument le découvrir. Et en parlant de cul, parce qu'on sait que vous aimez ça, bande de cochons, on en profite pour vous parler de Money Shot, une série en 3 tomes qui est dispo chez Comics Initiative, et qui là-dessus, niveau du cul, il va à fond les ballons. Mais c'est aussi excellent. Alors là, on n'est vraiment pas sur de la romance, on est sur une histoire où il y a beaucoup de sexe, pour vous faire le pitch très rapidement. C'est une équipe de scientifiques qui n'arrive pas à trouver de financement parce que le gouvernement en a marre de refuser les études scientifiques parce que la science apparemment ça sert à rien. Ça me rappelle quelque chose, dis donc. Et ces scientifiques vont trouver comme idée géniale de faire des vidéos de cul dans leurs explorations spatiales avec des aliens. Parce que plus on est fou, plus on rit, et donc on va les voir s'éclater dans des relations interespèces avec des aliens, et c'est hyper jouissif, et c'est surtout hyper intelligent. Ici encore une fois, le cul n'est pas un prétexte, ça sert vraiment tout le propos du récit, et c'est de la balle atomique. Merci Comics Initiative d'avoir publié ce récit, parce que c'était génial à lire. Et le récit numéro 3, c'est Superman Identité Secrète. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il parle de Superman dans un truc sur les histoires d'amour. C'est plutôt simple, hein. Superman, il serait pas Superman s'il n'y avait pas Lois Lane à côté. Lois Lane et Clark Kent, à mon avis, c'est un des meilleurs couples de l'histoire du comics, parce que eux, contrairement à Peter et MJ, ils restent ensemble depuis des années. Lois et Clark, c'est un couple absolument génial, et franchement, c'est un modèle à suivre, et ça me fait plaisir d'en parler. Alors, Identité Secrète, c'est un récit un petit peu à part au milieu des récits Superman. Puisque là, on est dans le monde réel, Superman est un personnage de fiction, mais il y a un gars qui s'appelle Clark Kent. Oui, parce que ses parents s'appellent Kent, et comme c'est des gros comiques, ils ont décidé de l'appeler Clark parce que c'était rigolo. Et Clark Kent, dans ce récit, il déteste le personnage de Superman, parce que on est toujours en train de le comparer à lui, forcément, comme il s'appelle Clark Kent, et donc ça le gonfle très profondément. Malheureusement pour lui, un jour, il va commencer à avoir des pouvoirs. Il va se mettre à voler au-dessus de son lit, à faire des rayons laser, bref, tout ce que Superman peut faire. Et donc c'est le pitch de base de ce récit réalisé par Kurt Busiek et Stuart Immonen, qui est, on le dit tout de suite, un des meilleurs récits sur Superman jamais écrit. C'est simple, c'est carré. De toute façon, Kurt Busiek, c'est un dieu, faut lire absolument tout ce qu'il a écrit parce que c'est de la frappe. Donc dans Identité Secrète, Clark va commencer à développer des pouvoirs et il va rencontrer une Lois. Alors ici, c'est pas Lois Lane, mais Lois Chaudhary. Donc clairement différent, hein. Mais elle aussi, elle s'est pris des blagues dans tous les sens, et puis comme elle va commencer à sortir avec Clark Kent, elle va s'en prendre encore plus. Mais vraiment, cette relation amoureuse, comme la relation qui existe entre le Clark et la Lois du monde de fiction du Superman, c'est un modèle à suivre, et c'est un moyen pour Superman de devenir meilleur, de s'agrandir, et en fait, de devenir un meilleur super-héros, un meilleur individu aussi en même temps. Parce que c'est vraiment un récit très classique et une réflexion assez intéressante et hyper intelligente sur Superman. Et il se sert vraiment, Kurt Busiek, de ces deux personnages-là, Clark et Lois, pour réfléchir aussi à quel point le couple est un socle nécessaire et vital pour le développement de Superman. Grâce à Lois, Clark il peut révéler son secret et le partager au quotidien avec quelqu'un. Ce qui est déjà un atout pour Superman parce qu'il n'a pas à vivre dans le secret, et un secret qui est quand même assez lourd à porter. Et très vite en fait, cette relation amoureuse et les confidences que Clark va faire à Lois sur les aventures qu'il vit en tant que Superman, ça va vraiment devenir le terreau en fait, le socle principal de l'histoire, celui sur lequel tout se base, et ça va vraiment devenir un nœud narratif assez majeur dans l'intrigue. Il y a même carrément en fait tout un dernier chapitre du récit qui est consacré à leur couple et comment est-ce qu'ils vont évoluer ensemble au fur et à mesure de leur vie. Donc c'est hyper intéressant et c'est hyper riche de la part de Kurt Busiek, et osé aussi d'avoir fait ça. Donc vraiment, Identité Secrète, c'est un récit qui est construit de manière très, claire. C'est-à-dire qu'au début, on a la présentation de Clark Kent. Clark Kent va ensuite développer des pouvoirs, il va devenir journaliste, comme le Clark Kent de fiction. Il va rencontrer cette Lois, assumer pleinement ses pouvoirs, devenir un vrai Superman,
et à la fin, eh bien, partager tout ça avec Lois. Donc vraiment, on a une trajectoire très classique pour ce Clark Kent, parce qu'il reproduit absolument toutes les étapes du Superman que l'on connaît habituellement. Mais par le prisme du monde réel, Kurt Busiek il introduit quelque chose d'autre. Il introduit finalement quelque chose d'important et de majeur, c'est que Clark n'est rien sans Lois, et que grâce aux échanges et aux confidences que Clark va faire sur les aventures qu'il vit en tant que Superman, eh bien il va pouvoir grandir. Leur couple va aussi se nourrir de ça, parce que c'est grâce à la grandeur, j'ai envie de dire, et à l'altruisme de Clark que leur couple va pouvoir devenir meilleur et se renforcer jour après jour. C'est grâce aux confidences que Clark fait à Lois que leur couple peut tenir sur la durée, parce que forcément porter un tel secret, ça peut être un petit peu lourd. Et donc Superman Identité Secrète, c'est un récit évidemment sur Superman, mais aussi un récit sur cette relation majeure qui existe entre Lois et Clark, et à quel point elle est importante pour la définition en fait de Superman en tant que super-héros. Cette romance, elle est vraiment capitale et fondamentale dans le récit, et Kurt Busiek, comme il a cet avantage du monde réel, il se libère un peu des codes classiques du récit de super-héros, et il peut se concentrer beaucoup plus sur la relation entre Clark et Lois. Et c'est captivant à lire. De toute façon, Identité Secrète, c'est un des meilleurs récits jamais écrits sur Superman. Donc, foncez le lire d'urgence si c'est pas déjà fait. Et en plus, les dessins de Stuart Immonen dedans sont super beaux avec un style hyper réaliste, mais qui est d'une beauté absolument dingue et renversante. Voilà nos 3 recommandations de récits pour la Saint-Valentin, de récits de romance qui sont magnifiques. Alors évidemment, on aurait pu en donner d'autres. On aurait pu reparler de Scott Pilgrim, parce que Scott Pilgrim, c'est la vie. On aurait pu parler de plein de choses, parce que des couples dans le comics, il y en a énormément. Dans les comics de super-héros, évidemment, mais aussi dans d'autres récits, parce que le monde n'est rien sans amour. N'oubliez pas ce que disaient les Beatles, All you need is love, et on va se quitter là-dessus, parce que sinon je vais dire que de la merde après. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et que ça vous a donné envie de lire d'autres comics. On essaie à chaque fois dans Comic Script de présenter des comics pas forcément trop connus, ou, qui sont ceux dont tout le monde parle. On essaie d'aller chercher un peu à droite, à gauche, pour piocher des petites pépites qu'on adore. Isola, vraiment, en fait partie, parce que alors dans le genre pas connu, ça se pose là. Sunstone et Identité Secrète le sont un petit peu plus, mais on avait envie de les mettre en lumière, parce que ce sont des récits vraiment d'une excellence absolue dans le comics. Et donc, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de commenter, de partager vos romances préférées en comics ou vos coups de cœur. N'hésitez pas aussi à dire si vous en avez marre de la romance et si vous kiffez être célibataire. Allez, à la prochaine! Une belle saison qui sent l'amour et le sperme aussi. Comment tu veux que je reprenne avec Preston?